côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales, et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés, à des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils aurait suivi, mais bardé de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant, cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien, partout monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu, le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme contre l'acier brûlant. Que peut un cœur qui bat, et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner, avant de disparaître, au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Bonjour, l'émission Intifada. Oui, on n'est pas très régulier dans nos parutions, mais bon, on avait décidé de faire une émission quand on aurait enregistré soit une conférence, soit pour vous parler d'une actualité brûlante, etc. Mais quand c'était en quelque sorte le ronron des affaires courantes, ou plutôt le cri déchirant, le cri d'agonie, mais quotidien de la Palestine, on essaierait de passer plutôt à des événements plus marquants que le meurtre quotidien. Voilà, donc Intifada, aujourd'hui, on se met, on vous parle en tout cas pour un film auquel on a assisté et d'une conférence qui a eu lieu ensuite, et c'est de ça dont va être l'objet de cette audition. Donc bonne écoute et à bientôt
sur le web pour d'autres émissions Intifada. Ouais, bonjour tout le monde. Donc effectivement, nous avons assisté il y a pratiquement 2 semaines au 7 Parnassien à la projection du film de Roland Nurier, Le Char et l'Olivier, un film consacré un peu à l'histoire de la Palestine. Et lors du débat, animé par Pierre Stamboul, Sarah Katz et le réalisateur, nous avons enregistré les diverses questions qui ont suivi ce film. Ce film est une suite d'images et d'interviews de gens comme Alain Drèche, Dominique Vidal, Pierre Stamboul, Elias Sandar, voilà. Sarah Katz. Et Sarah Katz. Donc voilà, on vous laisse écouter le débat qui a suivi ce film. Oui. Et on commence en introduction avec la chanson En Palestine de Michel Buller, qui a été repris justement dans ce film, et Michel Buller était d'ailleurs présent lors du débat. C'était sympa surtout d'écouter Sarah en personne, qui a une répartie assez, comment on pourrait la qualifier, sa répartie? Franche, je dirais. Franche, directe. Voilà, directe. Effectivement, Pierre et Sarah ont répondu aux questions, et ça fait toujours plaisir de les entendre aussi catégoriques. Oui, je voudrais souligner aussi que le réalisateur prend Paul Chou, qu'il est très modeste, qu'il a fait un doc d'1h40, et en s'excusant que c'était peut-être trop long, etc. Nous, on n'a pas trouvé du tout que c'était trop long. Et on a retrouvé, si vous voulez, des informations qu'on connaissait, bien sûr, mais de les voir et d'entendre le son et de voir, par exemple, quelques épisodes de la Nakba, c'est toujours assez violent et assez dramatique. Voilà. Voilà, bonne écoute à vous. Bon, moi je suis Pierre Stamboul de l'Union juive française pour la paix. On est la composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien. Je crois qu'après ce film, quand on vous donne les mots d'apartheid, de colonisation, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, vous comprenez un petit peu mieux. Quand on vous parle d'une instrumentalisation absolument obscène de notre histoire intime qui est l'antisémitisme par un régime suprémaciste dont les dirigeants ont des actes infiniment plus proches de ceux qui ont commis le génocide nazi que de ceux qui l'ont subi, vous comprenez mieux. Quand on vous parle de la résistance palestinienne, vous savez, quand on vous parle de la nécessité absolue du boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël, tant qu'il ne respectera pas le droit international, vous comprenez que c'est une absolue nécessité, parce que si on ne le fait pas, il ne se passera rien, et que ça va continuer pendant des années. Sur le fond du problème, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, et j'espère que quelqu'un pourra m'expliquer. Finalement, la domination israélienne est faite militairement, c'est-à-dire par son armée. Je ne parle pas des trucs diplomatiques. Hein. La domination sur le terrain est faite par son armée. Or, l'armée israélienne est une armée populaire, entre guillemets. Enfin, plus ou moins populaire, en tout cas, à essence populaire. Donc je n'arrive pas à comprendre comment une armée de ce type-là peut accomplir des actes comme cela. Et tant que on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là, je ne vois pas bien comment on peut trouver une solution quelconque, puisque la force primera toujours. Si il y a une résistance dans l'armée israélienne, qui sont les refusniks. Ils sont peu nombreux, mais ils sont formidablement courageux. Ils sont mis en prison pour ça. Et ce sont eux qui, à mon avis, sauvent l'honneur de ce pays. Ce sont ces résistants, ceux qu'on a vus comme Warszawski, comme beaucoup d'autres. Ce sont des gens qui sauvent l'honneur de leur pays. Sur l'armée de conscription, armée populaire, armée de conscription. Si les armées de conscription se comportaient du côté du droit, ça se saurait. Quand on a envoyé le contingent en Algérie, il est allé. Ils ont violé, ils ont tué. Toute une partie en est rentrée définitivement malade et dans des souffrances infinies, mais ils l'ont fait. L'armée s'est faite pour ça. Donc c'est pas le fait de se cacher les yeux et de dire on ne comprend pas comment ils peuvent. Oui, ils peuvent. Ils peuvent, et dans sa grande masse, le peuple israélien va voter pour des criminels de guerre.
il va voter, y compris pour des gens dont ils savent, dont ils disent dans la rue à quel point ce sont des mafieux minables comme Netanyahou, et ils vont voter quand même. Et pourquoi ? Parce qu'on leur a expliqué depuis le berceau que c'est ça ou la mort. Vous voyez ce que c'est que la mise en condition d'un pays. Il faut bien comprendre ça. Et il faut voir que c'est possible partout. Nous avons été pareils. Très longtemps, le peuple français était d'accord pour que l'armée française vienne à bout jusqu'au dernier félaga vivant pour venir enfin à bout et que cette Algérie qui était manifestement française le reste. Je veux dire, la capacité à manipuler une population, elle est énorme. Alors, moi j'ai de la famille, hein, j'ai une cousine à Tel Aviv. Bon, depuis quelques années, le dialogue n'est plus vraiment possible, hein, mais on a beaucoup discuté. Ils sont... qu'est-ce que vous voulez ? J'ai souvent une image disant, voilà, les Israéliens c'est ça, ils ont marché sur un serpent. Certains sont conscients qu'ils ont le pied dessus, mais ils n'osent pas le lever, parce qu'ils disent on va se faire mordre. Donc la situation dans laquelle ils naissent et ils grandissent, c'est celle-là. On leur dit, si nous n'étions pas puissants, nous serions déjà renvoyés à la mer, donc nous devons être puissants, et bien sûr, ça entraîne des choses qu'on n'aime pas, mais il n'y a pas le choix. Hein. C'est la même manière dont on met en condition les Français. Ah, c'est pas beau de voir des gens mourir noyés en Méditerranée, mais enfin, si on les laisse venir, qu'est-ce qui va se passer ? Alors tant pis, qu'ils crèvent. Voilà, c'est l'éternelle façon et c'est, je veux dire, l'idée qu'un peuple serait par lui-même, parce que c'est la population, parce que c'est le peuple, serait par lui-même capable de s'orienter avec des boussoles claires. Oui, toute personne a le droit à la vie. Non, on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un de ses origines. Ça se saurait, le monde serait déjà un paradis, ce qui n'est pas du tout. Qui avait été fait dans la population israélienne, un peu avant la fin de la dernière guerre de Gaza. Il y avait plus de 80% de la population qui était derrière son armée, alors qu'on voyait, c'était flagrant à la télé, que la majorité des civils, Amir Hassan dit, je crois que c'est 80%, des morts sont des civils, des femmes et des enfants. Et bien malgré ça, malgré les images terribles qu'on voyait tous, occidentaux et en Israël, la population est tellement conditionnée, c'est pour ça que je rebondis sur ce que dit Sarah, qu'elle était encore derrière son armée. Et ça fait froid dans le dos. Michel Warshawski, que vous voyez dans le film, il explique souvent que les barrières morales se sont écroulées. Il faut comprendre qu'en Israël, dès le berceau, vous êtes conditionné. On a une amie qui est une anticolonialiste israélienne et elle nous envoie des images de son fils de 2 ans au jardin d'enfants. Il y a une fête juive et au jardin d'enfants, on leur fait construire avec du papier hygiénique des tanks. Et si vous voyez un autre film anticolonialiste, Le Mur de Simone Bitton, ça commence par un travelling le long du mur et elle demande à une gosse israélienne de 5-6 ans, tu sais ce que c'est que ce mur ? Et elle dit Aravite, les Arabes. Elle a 5 ans. En Israël, les gens sont conditionnés comme ça dès le début. Je voudrais savoir qui dans cette salle ou ailleurs s'est insurgé contre la présence de Netanyahou au dernier 14 juillet français, l'anniversaire de la prise de la Bastille. J'ai vu très peu de protestations. Est-ce que votre film sera diffusé avant des chaînes, dans d'autres salles et à la télévision ? Oui, il est sélectionné au Festival de Tel Aviv. Non, je rigole. C'est gentil de poser la question. Alors, les distributeurs sont dans la salle. On va voir le boulot qu'ils vont faire à la sortie du film. C'est la question. Le film va sortir chez Destiny Film, qui est un distributeur courageux, le 6 novembre. Voilà, après ils vont se bagarrer pour le présenter massivement dans les salles d'arrêt d'essai, j'imagine. On va parler de la communication demain, mais Arte l'a pas commandé. Même s'il faut faire un 52 minutes, je dis au distributeur, je suis prêt à le faire. Moi, ça m'a échappé, mais j'ai le sentiment que la guerre de 73 n'était pas vraiment évoquée, et dans la construction historique de ce qui se joue aujourd'hui, quelle place elle prend ? C'est une question que je pose là. Il est critiquable, j'ai bien conscience qu'il est critiquable, ce film, il manque plein de choses, notamment je ne suis pas allé
j'ai pas pris du temps pour aller interviewer les associations israéliennes, comme l'a dit Christian Etienne, qui font un travail extraordinaire pour la défense des droits palestiniens, et chez eux c'est très compliqué de mettre en avant ce combat, mais il y a plein de manques, parce que j'ai 45 heures de rush. Déjà il y a un peu long, vous avez vu, un peu long. Non, parce qu'il fait 1h40, c'est quand même long pour un docu, mais oui, j'ai fait des impasses. Mais j'accepte la critique. Je ne sais pas, tu veux parler de 73 ? La guerre de 73, moi je me souviens que ça a été pour moi idéologiquement un changement, parce que il y avait des gens qui croyaient naïvement qu'Israël avait occupé des territoires en 1967, tout simplement parce que, ça c'est assez bien expliqué par Dominique Vidal et Alain Grèche, ils étaient menacés. On sait maintenant, c'est parfaitement bien expliqué, que la guerre était préméditée, que la conquête était préméditée, que la colonisation a été initiée par la direction travailliste qui était au pouvoir à l'époque. Et sur les guerres de 73, pour beaucoup peut-être, ils ont réalisé qu'Israël avait conquis les territoires et ne voulait absolument pas les ranger. Pour moi, c'est peut-être ça, c'est l'opinion publique mondiale qui commence à comprendre qu'il y a une colonisation qui se veut irréversible. Je voulais répondre sur la question de Netanyahou. Netanyahou, c'est pas seulement le 14 juillet. Il est invité pour la commémoration de la rafle du Veldiv, un crime du fascisme français. Qu'est-ce qu'un chef d'État étranger a à voir avec cette histoire intime qui est la nôtre? Un chef d'État qui aujourd'hui enferme dans des réserves ou dans des véritables camps de concentration toute une population. Mais il y a pire sur Netanyahou. Quand Netanyahou vient en France et dit aux Français juifs votre pays c'est Israël, vous devez partir. Aucun antisémite n'avait osé nous dire qu'on n'était pas chez nous ici. Quand Netanyahou vient en France et dit, c'était pas en France, c'était aux États-Unis, et dit Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand mufti de Jérusalem qui lui a soufflé. Il y a des lois antinégationnistes. Pourquoi elles ne s'appliquent pas contre cet individu? Donc voilà, on a un véritable fasciste suprémaciste au pouvoir en Israël. Je parlerai aussi d'israélisation de la société française. J'ai deux questions. Une qui concerne ce que j'ai vu il y a quelque temps, je ne sais pas, je voulais que vous me confirmiez, c'est vrai ou pas, qu'au XIXe siècle, il y a une communauté allemande qui s'est installée en Palestine pour des raisons religieuses. Ils étaient les Templiers ou quelque chose comme ça, quoi. Et enfin, ils sont disparus, entre guillemets, après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a trouvé dans les greniers, l'art-grenier des swastikas. Je voulais savoir si ça c'est vrai ou pas, qu'elle s'est installée comme ça, quoi, donc complètement blanc, complètement fermé, etc. d'un côté. Et d'autre côté, j'ai vu un documentaire il y a peut-être un an de beaucoup de femmes israéliennes et palestiniennes qui ont fait une marche de milliers de personnes, milliers de femmes pour la paix, et qu'elles ont transgressé l'interdit de passer dans le territoire palestinien pour voir des mères dont les enfants avaient été tués parce que leurs propres enfants avaient été tués par des Palestiniens. Donc c'était une entente entre femmes qui souffraient, quoi. Est-ce que vous me confirmiez ça ou pas? Donc il y a quand même un mouvement dans ce sens-là dans les deux territoires. Sur la première question, aucune nouvelle, j'entends ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une toute petite émigration religieuse vers la Terre Sainte, essentiellement une immigration juive, qui commence un peu du Maroc, un peu de Pologne, et qui est très très faible et qui est très minoritaire vers la fin du XVIIIe et pendant le XIXe siècle. Ça aboutit à 4 ou 5% de la population juive en Palestine aux alentours de 1900, et que ces juifs palestiniens ont été contre la création d'un État juif. Donc le premier assassinat commis par des sionistes contre un juif, c'est Jacob de Bâle, 1924. En ce qui concerne d'autres émigrations religieuses, il y a toujours eu des chrétiens. Donc, il y a 10 à 15% de la population palestinienne est chrétienne, ce sont des arabes chrétiens, et il y a toujours eu une petite présence religieuse étrangère, notamment française, depuis que François Ier se voulait le protecteur des chrétiens d'Orient. Ce que vous dites, je l'ignore. Je vais répondre à la deuxième partie de la question. Alors, sur les marches de la paix, les marches des femmes, il y a effectivement, d'une manière générale, toutes sortes de mouvements, les uns plus grands, les autres plus petits, mais qui se passent en Israël
pour combattre la politique folle du gouvernement israélien. Ce sont ceux que nous appelons les anticolonialistes israéliens. Ils ne sont pas très nombreux, on les connaît, quoi. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très, très importants. Ils ont un courage fou et ils amènent quand même une connaissance de la société israélienne qui est souvent occultée. Je vous pousse beaucoup à lire le livre de Eleonore et Ethan Bronstein qui s'appelle Nakba, je crois. Et dans lequel il raconte justement la création de leur première association, Zorot, puis de la seconde, Dekolmeiser. Et il y a un élément qui est tout à fait frappant quand ils écrivent pour expliquer justement ce qui explique très très bien montré dans le film, que ce qui est occulté, c'est le crime premier, 48. 48 est occulté de toutes ses forces. Hein. Et eux, tout leur travail de ces anticolonialistes-là, c'est pour faire revenir la mémoire de la Nakba, la mémoire du crime. Et il se pose la question, si on reconnaît la mémoire de ce crime, alors on doit reconnaître le droit au retour des Palestiniens, on doit reconnaître le droit au retour des réfugiés. Et il est entendu dans la communauté, et en Israël, dans toute la communauté du monde, que non, ça, le droit au retour, c'est la ligne rouge, c'est impossible. Et ils se disent, mais finalement, est-ce qu'on a demandé aux Israéliens ce qu'ils en pensaient? Et ils lancent un premier sondage avec une boîte de sondage tout à fait officielle, israélienne et tout, et ils récupèrent un résultat qu'ils n'attendaient absolument pas, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part du côté de 18%, je crois, des sondés qui répondent que oui, c'est normal et qu'il faudra qu'il y ait le droit au retour des réfugiés. Alors là, levée de bouclier de tous les analystes qui disent mais c'est parce que votre sondage il était mal fait, les gens n'ont pas compris. Ils ont répondu oui parce qu'ils n'ont pas compris. Alors ils ont lancé, ça c'était au milieu de leur livre, quand ils arrivent à la fin de leur livre, ils relancent un second sondage et là ils y vont vraiment à la pelleteuse, c'est-à-dire ils expliquent, et voilà, il y a tant de Palestiniens réfugiés, 5 millions, le droit au retour des réfugiés veut dire que ces 5 millions de personnes vont revenir. Où est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont revenir dans les villages d'où on les a chassés, donc ça veut dire qu'à tel et tel endroit vont arriver tel nombre de Palestiniens. Est-ce que vous êtes pour? Et là, ils obtiennent à peu près la même réponse, le même taux. Alors, on est loin de la majorité, hein, mais quand même, c'est pas du tout négligeable. Donc, cette société israélienne, elle est à la fois très créative, très agressive, mais elle est traversée par des courants qu'on occulte toujours. Et j'en viens à la question des grandes manifs des femmes. Il y a un certain nombre d'associations qui s'efforcent d'être palestino-israéliennes. Une des associations phares là-dessus, c'est celle de Warszawski, Alternative Information Center, qui est une association à la fois israélienne et palestinienne. Et il y a une association formidable, créée par Nourrit Peled, qui n'est pas n'importe qui, une femme absolument extraordinaire, et qui s'appelle l'Association des familles endeuillées, et qui s'efforce de rassembler des familles ayant perdu un enfant, ce qui est son cas à elle, ayant perdu un enfant, aussi bien que ce soit des Israéliens que des Palestiniens. Ça a été une des forces qui ont appelé à cette manifestation, ces grandes marches. Elles ont rassemblé beaucoup de gens. Alors, c'est très compliqué. D'un côté, c'est enthousiasmant, parce que dans un monde où on explique à l'Israélien moyen que l'arabe, c'est juste le danger, que c'est quelqu'un qui comprend rien à rien et qui, de toute façon, va vous manger tout cru si on ne le tient pas à bout de fusil, que des femmes marchent côte à côte, c'est très très important. Après, voilà, on marche côte à côte, ceux qui sont du côté de l'occupant, qui sont des occupants, et ceux qui sont des occupés. Après, chacun voit. Moi, je fais partie de ceux que ce genre de choses enthousiasme. Je sais qu'il y a des militants qui disent, oui, mais on va où comme ça? Je ne sais pas.
Merci beaucoup. Je voudrais aller dans cette même voie, déjà pour dire que c'est vraiment un très beau film où on comprend beaucoup de choses dans cette démarche historique, et puis tout ce que Madame vient de décrire. Ça aurait été bien s'il y en avait encore un petit peu plus dans le film, tellement c'est important. Et ma question c'est, dans cette historique, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose de vraiment très important? Je comprends bien qu'il y avait déjà beaucoup de choses, mais ça carabine. Justement, dans le même ordre d'idée, de pouvoir comprendre cet homme qui, au départ, était complètement ennemi, et quelle démarche il a fait pour arriver à comprendre, et pourquoi il a été tué, et pourquoi on ne trouve personne pour le remplacer. Voilà, c'est un peu des questions un peu simplistes, là, comme elles sont dites, mais je pense que vous comprenez. Je vais être dur, madame, et je m'en excuse. Pour moi, il n'y a pas de gauche sioniste, comme il n'y avait pas de gauche de l'apartheid. Entre septembre 1993, la signature des accords d'Oslo, et novembre 1995, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Yitzhak Rabin installe 60 000 nouveaux colons. C'était pourquoi? Dans le film, vous voyez les images d'Hébron, qui rappellent le massacre fait par Baruch Goldstein au caveau des Patriarches en février 1994. Mais 4 mois après les accords d'Oslo, Rabin a une occasion en or de sortir les fous de Dieu qui sont à l'intérieur et qui jettent leurs ordures sur la rue palestinienne et qui dressent leurs enfants à caillasser les enfants palestiniens qui vont à l'école. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène 2000 soldats pour protéger les colons. Tous ceux dans la salle qui sont allés à Hébron savent 25 ans après que les soldats y sont toujours, et il est bien expliqué dans le film, que les soldats, les colons et les Palestiniens ne relèvent pas de la même juridiction. 2 mois avant sa mort, Yitzhak Rabin signe avec Yasser Arafat les accords de Taba, zone A, zone B, zone C. De quel État palestinien s'agit-il quand la zone C, maintenant, elle est quasi annexée, elle est entièrement, depuis 25 ans, sous juridiction militaire. Donc, j'ai la faiblesse de penser qu'à l'intérieur du camp sioniste, il y a les purs et durs, les Netanyahou, les Sharon, les héritiers de Jabotinsky, qui déjà il y a 100 ans était un admirateur du fascisme. Et puis il y a ce qu'on a faussement appelé la gauche sioniste, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel cette gauche, entre guillemets, n'est pas compromise. Le plan d'Alep dont il est parlé dans le film, Ilan Pappé a raconté la guerre de 1948, c'est Ben Gurion qui est au pouvoir, c'est lui qui le décide. L'attaque de 1956 contre l'Égypte, c'est Moshe Dayan, travailliste. L'attaque de 1967, c'est Lévi Eshkol, travailliste, et c'est Yigal Allon, ministre travailliste dit de gauche, qui va envoyer les premiers colons en Cisjordanie. Je peux continuer comme ça. La construction du mur, c'est Fouad Ben Ebizer, travailliste. L'attaque contre le Liban en 2006, c'est Amir Peretz, travailliste. Je continue. Ils sont maintenant à 6 députés sur 120. Et je le répète, ce camp-là n'a jamais appartenu à la paix. Le cas le plus caricatural étant Shimon Peres. Je rajouterais, ça c'est les médias français qui nous ont raconté que c'était l'homme de la paix, mais c'était un homme de guerre. Il n'y a pas eu de revirement à la fin, pas du tout, à la toute fin. Non. Et pourquoi il a été tué alors? Parce qu'il y avait une divergence sur la question palestinienne. Moi, je voudrais remercier monsieur Roland Murier de ce film superbe qui ne paraît pas du tout long et qui donne lieu à des débats passionnants comme celui d'aujourd'hui. Et j'ai plusieurs questions. Est-ce que vous avez reçu, enfin la distribution n'est pas encore en cours, mais déjà des intimidations, des menaces de la part de certains? Question. Deuxième question, est-ce que vous avez ou vous préparez à des débats historiques comme ceux-là, par exemple, avec, je pense à des historiens, entre guillemets, comme Poussin et d'autres? Et troisièmement, est-ce que vous avez un projet après ce beau documentaire? Alors, j'aime les gardes du corps tout le temps. Bon, non, enfin moi je sais pas, j'ai fait un film avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible, en tout cas je m'y suis attaché, je sais pas si j'ai réussi, mais vraiment le choix des intervenants, c'était aussi parce que je voulais faire entre guillemets, je mets plein de guillemets,
modestement de la pédagogie pour ouvrir la conscience, comme me dit Ziegler, les consciences endormies, françaises notamment, européennes. Non, voilà, non, pourquoi j'aurais tort? Même si notre démocratie ne marche pas bien en France, on est encore quand même en démocratie. Il n'y a pas trop antisémite que je sache. Oui, la dame, elle fait non. Oui, je sais. Voilà, il n'y a pas de propos antisémites, puis j'aurais jamais mis de propos antisémites dans ce film, c'est intolérable. L'autre question, c'était est-ce que vous avez des projets dans la suite? Oui, alors je finis, donc c'est un film qui suscite un débat, il est fait pour ça, et c'est bien qu'on échange, au contraire. Je me suis fait alpaguer un débat par une sioniste, mais c'était tellement ridicule que toute la salle m'est tombée dessus, elle était obligée de partir. Mais voilà, non, oui, je lui prépare, mais c'est normal, hein, on marche sur des œufs hein, quand on parle de Palestine-Israël, donc je m'y attends, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et oui, projet, oui, 2, mais c'est pour plus tard. Mais oui, non, un peut-être encore sur la Palestine, mais il faut que j'en parle avec mes acolytes. Ouais, enfin voilà. Oui, parce qu'il y a un élément important dans ce film, enfin il y a plein d'éléments importants, parce que c'est des faits historiques évidemment, mais je sais pas, par exemple, moi je vous l'avoue très sincèrement, c'est Elias Sambar qui m'a appris la proposition du Haut Comité arabe en 1947, quand ce Haut Comité arabe a fait le tour des grandes villes mondiales, européennes, les États-Unis, etc., pour présenter son plan et non pas se faire imposer le plan de l'ONU. Ce que dit Elias Sambar, qui passait à travers l'histoire, un plan où il y aurait un État qui s'appellerait la Palestine, où vivraient des Arabes musulmans, des Arabes chrétiens et tous les Juifs qui veulent bien venir. Vous en avez entendu parler? Moi, franchement, je l'ai appris et je le dis très sincèrement, c'est Sambar qui me l'a appris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Les Lachaïd, il faudrait que vous me confirmiez tout ça, c'est pour ça que ça s'enchaîne avec les Lachaïd. Et je trouve ça, c'est un élément déterminant. Et c'est un moment de l'histoire où j'aimerais bien en faire quelque chose, mais plutôt d'un point de vue fictionnel. Oui, je te passe le micro. Et puis j'ai un autre projet, mais c'est sur les canuts, parce que je suis lyonnais, donc je trouve que les canuts, on en parle assez peu, alors c'est vachement bon. Peut-être pour donner des idées à Roland, c'est tout à fait dans la même période. En 1944, donc on est 4 ans avant la Nakba, le nettoyage ethnique programmé, il y a des élections syndicales dans le Yishuv, donc chez les Juifs établis en Palestine, et la liste pour un État binational obtient 45% des voix. C'est-à-dire que 4 ans avant la Nakba, presque un futur Israélien sur 2 n'était pas pour foutre dehors les Arabes, comme ça s'est fait. C'est-à-dire c'est toujours l'ambivalence qu'il y a entre les gens et l'idéologie. L'idéologie avait prémédité l'expulsion des Palestiniens depuis 50 ans, et ils l'ont réussi alors que la moitié de la population n'était pas pour. Bonsoir. Merci monsieur pour ce film. J'apprends. Je ne connaissais pas. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Alors vous avez bien fait. C'est fait pour vous. Merci. J'ai une question. Je viens de lire un livre fait par un Français qui s'appelle Le Jardin d'Amira, qui parle d'écologie et de la Palestine et d'Israël. C'est un mouvement de paix. Et je voulais savoir, vous ne parlez pas dans votre film, tout au moins je m'en suis pas rendu compte, de l'influence des Arabes autour des autres pays arabes. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, et pourquoi ils ne font pas. Je vais laisser mes acolytes répondre, mais moi juste le petit regard modeste que je porte par rapport à ça, c'est que, à mon avis, de ce que j'ai pu recouper comme info pour construire ma narration, je ne l'ai pas mis dans le film effectivement, parce qu'il fallait, comme je l'ai dit, il fallait que je fasse des choix. Les populations arabes environnantes, à mon avis, soutiennent les Palestiniens, mais très majoritairement, ce qui n'est pas le cas des États, des chefs d'État qui sont tous des... Enfin, c'est pas des démocraties, hein, on va être d'accord. Donc voilà. Enfin, moi, c'est le regard que je porte, mais tu peux développer. Je crois qu'il vaut mieux laisser Pierre développer, mais je voudrais provoquer un tout petit peu. Pourquoi diable les États arabes défendraient les Palestiniens? Ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question religieuse. On est face à une situation coloniale. Donc les États qui sont du côté du manche, du côté des dominants, qui restent du côté du manche, et que ce soit leurs co-religionnaires qui se fassent assassiner, bombardés à Gaza, etc., ça leur fait ni chaud ni froid, c'est les dominants.
Juste quelques précisions. La trahison des États arabes, elle n'est pas récente. Quand vous regardez la guerre de 48, il faut lire le livre d'Ilan Pappé, vous voyez que la plupart des États arabes se battent absolument pas pour les Palestiniens, ils se battent pour leurs propres intérêts. L'Égypte veut conquérir le désert du Negev, les armées syriennes et irakiennes veulent conquérir la Galilée. La seule armée qui a véritablement les moyens de mettre en échec l'armée sioniste et qui va gagner quelques victoires, notamment à la Trône, c'est la Légion arabe future jordanienne, mais elle a un accord de partage avec de la Palestine, un accord qui a été signé entre le futur roi de Jordanie et le régime sioniste. Et en 1948, quand il y a l'armistice, il n'y aura pas d'État palestinien. 22% de la Palestine historique échappe aux sionistes. L'Égypte va administrer, c'est dit dans le film, Gaza, pour vous dire le bon souvenir qu'ils ont donné. Quand on parle à nos amis à Gaza, ils parlent de l'occupation égyptienne, ça vous dit le bon souvenir qu'ils en ont. Et la Jordanie va annexer Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Plus tard, le roi de Jordanie va massacrer 30 000 Palestiniens lors de Septembre Noir avec des armes israéliennes. La guerre du Liban va commencer par un massacre de Palestiniens et il n'y a pas une seule faction au Liban qui n'a pas du sang palestinien sur les mains. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le roi MBS, celui qui dissout ses opposants dans la scie, qui les découpe à la scie, qui fait une guerre génocidaire au Yémen, demander aux Palestiniens de capituler, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Les peuples arabes, c'est très différent. Il y a eu un peu de tout temps des grandes manifestations de solidarité, mais c'est vrai que les Palestiniens se sentent très seuls en ce moment. Je vais peut-être commencer par le kibbutz, parce que moi aussi, je m'y suis risqué, donc j'aime quand les sionistes. Il faut lire Shlomo Sand, qui dit, parce que le kibbutz a eu beaucoup la légende, le socialisme égalitaire, etc. C'était un instrument raciste, le kibbutz. Le kibbutz était interdit aux Palestiniens. Et si, dès le début, je veux dire, dès les années 1920, la Histadrut, qui va beaucoup fonder le kibbutz, la première action qu'elle fait, c'est pour une société séparée. Je le dis dans le film d'ailleurs à un moment. Elle fait une grève générale en 1921, acheter juifs, boycotter les magasins arabes. Mais les kibbutz étaient interdits aux Palestiniens. Et lisons Shlomo Sand là-dessus, qui l'a assez bien expliqué. Où est-ce qu'on a installé des kibbutz? On les a installés là où il y avait beaucoup de Palestiniens, on disait arabes à l'époque, en Galilée, au nord du Negev, sur les zones frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus de kibbutz dans les territoires occupés, il y en a un ou deux, la plupart du temps c'est les blocs de colonies, parce que la colonisation a changé d'aspect. Sur l'autre question, représentativité, je pense qu'il faut sonder ça. L'occupation a fragmenté la Palestine, a divisé la Palestine en autant de sous-statuts de discrimination, et ceux qui disent les Palestiniens pensent ils prennent leur désir pour des réalités. Vous interrogez les Palestiniens sur tous les sujets, vous avez tous les avis possibles et imaginables. Nous, quand on était à Gaza, on a posé systématiquement 2 questions à 80 interlocutrices et interlocuteurs rencontrés pendant qu'on y est. Les 2 questions, c'était un État, 2 États, et c'était pourriez-vous vivre avec les Juifs? Il y a un éclatement total des réponses. L'idée des Palestiniens pensent que, dans la situation actuelle, c'est une idée qui n'existe plus. Oui, je voudrais partir de quelque chose que j'ai bien apprécié dans le film, c'est la manière dont vous avez filmé Elias Sambar. C'était hardi, parce que le cadrage était très hardi, mais je trouve que ça fait ressortir de manière très forte que non seulement c'est un historien extraordinaire, mais c'est quelqu'un de très profondément humain. Et je voudrais dire aux personnes qui ne sont pas encore allées en Palestine que c'est l'occasion, bien sûr, d'aller voir, de comprendre ce que subissent les Palestiniens. C'est au-delà de tout entendement, tant qu'on n'a pas vu, on ne peut pas le croire. Mais c'est aussi, je crois que ça a été aussi le choc de ma vie, quand j'ai débarqué pour la première fois à Gaza en 2000, c'est la profonde humanité, justement, qu'on ressent chez Elias Sambar et qu'on va ressentir chez tous les Palestiniens qu'on rencontre. Et à quel point c'est des gens comme nous. Et on ne se rend pas compte à quel point, mais il faut regarder les photos de la Nakba. En 1948, les photos de famille des Palestiniens. Les Palestiniens n'étaient pas non plus qu'une société rurale qui cultivait des oliviers, aussi une société très urbaine avec les grandes villes comme Jaffa, qui étaient des centres de civilisation extrêmement ouverts sur le monde. Et cette ouverture, ils l'ont gardée. Et donc,
le combat des Palestiniens, ça pourrait nous arriver, et c'est aussi le nôtre. Et je voudrais, sur cette interaction entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe ici, donner une illustration de ce qui s'est passé il y a 6 jours. L'Assemblée nationale a un groupe d'études qui s'appelle Groupe d'études sur l'antisémitisme, présidé par un certain Sylvain Maillard, qui a voulu reprendre la propagande israélienne, qui cherche à nous imposer une définition de l'antisémitisme qui mélange l'antisémitisme et la critique de l'État d'Israël et de sa politique. C'est quelque chose, un lobbying énorme qui est fait, qui a conduit à des déclarations extrêmement graves de Macron le 20 février et qui était tenté d'être repris à l'Assemblée nationale le 29 mai dernier. Qu'est-ce qu'on apprend? Donc cette résolution, pour le moment, elle est reportée pour des raisons d'ordre du jour, ce qu'on veut. La veille du débat prévu à l'Assemblée nationale, avec qui ce cher Sylvain Maillard, c'est ce cher Sylvain Maillard, qui est donc censé, au niveau de l'Assemblée nationale, nous expliquer comment on va lutter contre le racisme et l'antisémitisme, qui sont des fléaux de notre société. Avec qui il va en parler? Non, vous n'y êtes pas. Le 28 mai, donc la veille, il était en réunion avec le conseil régional de Samarie, c'est-à-dire le lobby des colons. Ça veut dire que pour parler de la lutte contre le racisme en France, qui est une affaire qui nous concerne, le président d'une commission d'Assemblée nationale chargée de la lutte contre l'antisémitisme, avec qui il en parle, avec qui il annonce les choses, les colons qui commettent des crimes de guerre tous les jours, et donc ce lobby qui les défend. Ça montre à quel point il est important de se mobiliser ici, à quel point il est important d'aller là-bas pour constater l'extraordinaire humanité et résistance des Palestiniens, et combien tous nos combats sont liés. C'était le témoignage que je voulais vous donner. Bon, bonsoir et merci pour cet extraordinaire documentaire. Moi, je suis militant du mouvement de la paix et je vais inviter mes amis, bien sûr, à soutenir ce film. Nous avions invité, là, il y a quelques jours, dans le 14e arrondissement, au un café, un militant pacifiste également, très proche de ce conflit, qui le connaît bien, c'est Bernard Avenel, que vous connaissez peut-être. Et Bernard Avenel, j'ai eu l'occasion d'acheter son petit ouvrage qui ne coûte que 12 € et qui est vraiment exceptionnel. Je l'ai dévoré en quelques heures. Son titre, c'est La résistance palestinienne, des armes à la non-violence. Et effectivement, il analyse dans cet ouvrage, il dit en substance, je résume bien vite, bien sûr, que jusqu'alors, les Palestiniens ont essayé la violence, certains, du moins, certains du Fatah, même le Fatah, et le Hamas, et ça n'a pas fonctionné. Et les actes non violents, par contre, ont pour conséquence de mettre en défaut Israël. C'est ce que nous voyons avec cette fameuse marche de retour, vous savez, à la frontière, quand les pauvres jeunes se font descendre comme des lapins. Et malheureusement, ils retournent la semaine suivante à nouveau manifester, et là c'est la deuxième jambe qui se font bousiller, quand ils ne se font pas tuer, bien sûr, comme également les gens de la presse, etc. Donc voilà, moi j'aimerais que, en tant que militant du mouvement de la paix, je ne peux être que séduit par cette idéologie non violente. Qu'en pensez-vous de cette option que les Palestiniens ont déjà prise dans le passé, mais qu'ils pourraient peut-être accentuer? Alors je vais vous faire une réponse, la réponse de quelqu'un qui est très en colère. Quand j'arrive à Gaza en 2011, je suis comme beaucoup de gens, les roquettes ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça ne sert à rien, ça va s'écraser dans le sable et ça donne des arguments, etc. Peut-être après 15 jours, 3 semaines, quand j'ai vu pour la première fois de ma vie, j'avais 61 ans, à l'intérieur d'un crâne humain,
parce que le gars, il était un petit peu comme ça, peut-être 50 mètres de la barrière, et il a plu à une tourtueuse de lui loger une balle dans la tête. Quand j'ai vu les restes d'enfants dans un arbre, quand j'ai vu que la mort frappe à n'importe quel moment à Gaza, parce qu'il ne faut pas croire, hein, entre les grandes vagues de bombardement, la mort frappe tous les jours. La première fois que j'ai vu partir une roquette, j'ai pensé bien fait. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'une solution est meilleure qu'une autre. Je reste persuadé politiquement que les roquettes, ce n'est pas une bonne idée. Mais par contre, la légitimité de la résistance violente, elle est absolue, absolue. Comme le disait, et c'est dit dans le film, comme l'a expliqué Mandela, comme le dit Mandela, dont je vous rappelle qu'il a fait 30 ans de prison pour terrorisme et pour actes violents. C'est pas l'occupé qui choisit la forme de résistance, c'est l'occupant. Moi, je m'appelle Katz, je suis l'enfant d'un résistant FTP. Et il me semble que j'ai toujours su qu'on disait de mon FTP de père résistant, parce que la résistance avait gagné, mais que si elle n'avait pas gagné, on aurait dit terroriste. Donc je crois que penser qu'il faut arbitrer entre telle ou telle forme de résistance à la place des gens qui sont en première ligne du combat, c'est une grossière erreur. On ne peut pas opposer résistance non violente et résistance violente. C'est vrai que les Palestiniens essayent et continuent à mener les deux. Et la résistance violente prend des coups terribles, et la résistance non violente prend des coups terribles. Vous avez vu le gars de Bilaïn, hein, on voit dans les manifestations de Bilaïn, ce grand gars Phil, on l'appelait l'uniforme, mourir en direct. Hein. Il avait dans les mains un tout petit drapeau, même je crois une branche d'olivier. Donc c'est une grossière erreur. C'est une grossière erreur. La résistance, elle est légitime. La fracture, elle passe entre résistance et collaboration. Après, les formes de résistance, les gens, quand ils ont le nez devant et les deux mains dans le cambouis, ils choisissent. Notre résistance en France, hein, elle a dû arbitrer sur des choses très compliquées. Hein. Tu vas tuer un soldat allemand et tu sais que peut-être 30 otages vont être fusillés. Tu le fais ou tu le fais pas? C'est pas simple, hein. On ne peut pas arbitrer comme ça et faire un petit livre en disant il faut aller vers la non-violence. Non, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'il faut être au côté des Palestiniens sous quelque forme de résistance qu'ils aient. Il faut rappeler inlassablement que ce qui crée la résistance, c'est l'occupation. Et que la seule manière de venir à bout du problème, c'est d'en finir avec l'occupation. Et toute autre forme de débat, je pense qu'elle est très nocive. J'ai essayé de faire le film, alors je fais plein d'humilité et modestement, que j'aurais voulu voir, que j'aurais voulu qu'on me raconte, parce que des docus sur la Palestine, il y en a quand même pas mal, où il y a même pas mal de fiction, mais un truc où on parle de l'histoire pour pas mélanger sionisme, judaïsme, etc. Même si c'était un peu long, j'ai pris le risque, et puis qu'on rentre, et comme ça, et dans ma narration, j'ai écrit, bon, on va parler de ce que c'est la notion de résistance, le droit international, c'est quoi, etc. Parce que voilà, j'avais envie de faire ce j'aurais voulu qu'on m'explique, voilà, en toute modestie. Et puis, c'est la honte pour l'Europe et la France. Le problème de la Palestine est traité, mais j'ai honte d'être français et européen de la façon dont on ne soutient pas les Palestiniens et qu'on soutient au contraire économiquement Israël. C'est un pur scandale. C'est un scandale. Les questions sont très claires, vous l'avez dit. La complicité française et européenne, c'est pas parce qu'ils sont mal informés, c'est parce qu'ils sont complices. C'est parce qu'Israël, c'est leur État. C'est parce que cet État aux technologies de pointe, cette start-up qui montre au monde comment on peut contrôler et surveiller des populations réputées dangereuses, qui vendent des armes parce qu'elles ont servi, c'est leur État, ils sont en admiration et ils la défendent. Donc, les soldats français, c'est par milliers qui sont partis. L'assassin à Hébron et Laure Azaria, il est français, d'accord. Ceux-là, ils peuvent rentrer. Mon agresseur, pour ceux qui connaissent mon histoire, il vit tranquille en Israël et il n'a pas de problème. Par contre, le premier français, il y en a 11 condamnés à mort en Irak, et on sait très bien qu'il y a un deux poids deux mesures complet sur cette question-là. Et encore une fois, la complicité de notre gouvernement, elle est à condamner totale, quoi. Notre espoir, ça va être que nous soyons assez forts pour obliger nos gouvernements complices à sanctionner cet État, parce que franchement, vous seriez Netanyahou, vous n'arrêteriez pas. Donc c'est à nous, c'est au BDS, c'est au mouvement de solidarité en France,
d'arriver à être suffisamment fort pour obliger qu'enfin cet État soit sanctionné. Sinon, ça continuera éternellement. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.